Bon les gars, bon à tirer, saison 2, épisode 2, il fait beau, on enregistre ça en plein milieu des grèves, je suis avec Moss Mayorum, comment ça va Moss? Eh ben ça va très bien mon cher Hussard, je réchappe à peine de la grève là, tu vois, j'ai eu du monde un peu... T'as survécu au bolchevisme. Incroyable, incroyable. Il est mort, mais il a survécu. Il est mort, il est mort. Attends, il y a une autre voix supplémentaire dans le podcast? Qu'est-ce qui se passe? Exactement, parce qu'on a un invité aujourd'hui, alors est-ce que tu peux te présenter notre invité s'il te plaît? Mais avec grand plaisir, je m'appelle Corentin Burki, bonjour, bonsoir à tous, je suis acteur et auteur. Certains me connaissent par le truchement de la giberne, puisque j'avais fait la voix, la version audio de Pays Réel à l'époque. D'autres m'ont reconnu sur internet comme étant la voix française de Harin dans Ninjago, ce qui m'a fait assez plaisir quand la commune m'a retrouvé, c'était rigolo. Je m'attendais pas à ce truc-là. Et sinon, je suis artiste à temps plein et je suis en train petit à petit de faire ma base, notamment avec ma chaîne YouTube, L'Aube des Songes, où je fais entre autres en live tous les jeudis soirs à 20h des interprétations en direct de livres classiques. Donc en gros, je prends des textes, j'ai pas préparé, je prends juste ma copie et je vous fais la version audio comme si vous aviez la série qui se déroule juste devant vous, uniquement à la voix, et je fais la distribution au fur et à mesure. Bref, c'est un numéro d'équilibriste, mais que j'aime beaucoup, avec une communauté qui est tout à fait sympathique, un public familial. Eh ben, voilà. écoute, c'est impressionnant. Je crois, Moss, je te prends à témoin, mais je crois que c'est la meilleure présentation qu'on ait eu d'un invité dans le podcast en 2 ans. C'est-à-dire que c'est clair, c'est précis. Le mec a pas bafouillé. C'est parfait. C'était direct, droit au but. Et il nous... Franchement... Carré, un gars qui a préparé ses devoirs, tu vois, ce qui est assez un petit peu le contraire de tout ce qu'on a fait sur le podcast jusque là en fait. Mais en même temps, je passe sur des gens connus aussi, il faut que je fasse un peu attention si tu veux. Bah c'est gentil, mais tu vois, nous on a eu des gens connus qui étaient pas capables de se présenter, donc si tu veux, il y a un moment donné, voilà. Ah mince. C'est bien d'avoir des gens qui ont la mention c'est lire, écrire et parler, si tu veux, dans le podcast. Le mal parlé. Bon, bref. En vrai, je dois confesser que j'ai un petit peu un avantage triche, c'est que j'ai commencé par faire de la radio avant de commencer à faire du YouTube. Donc tu es entraîné. Ça a aidé aussi. Bien sûr. Bien sûr. Alors t'es pas français, t'es belge, il faut le préciser pour les gens. Il était sur Vivacité en fait. Non plus. On sent la recherche Google, je suis pas belge du tout, je suis suisse. T'es suisse, mais tu vis en Belgique, c'est ça que je veux dire. Voilà. Je vis en Belgique, ouais. Voilà, exactement. T'es un belge d'adoption. Voilà, en fait, en gros, tu fais toute la francophonie, sauf la France. Donc c'est-à-dire qu'en fait, dans 2 ans t'es au Sénégal, dans 3 ans t'es au Québec. Alors, voilà. Vu ma francophilie galopante, ça me ferait mal de dire que je m'intéresse pas à la France. Voilà, c'est vrai. Bah, surtout que, alors, on va avoir l'occasion d'en parler un peu aujourd'hui parce que c'est ça qui est intéressant avec ton profil et avec tout ce qu'on va pouvoir dire, c'est qu'on va pouvoir parler à la fois d'être acteur, du rapport à la voix, de comment on passe de la littérature à la performance vocale, quel regard tu portes toi sur la littérature, aussi en tant que non français mais francophone, est-ce que tu as un regard un peu différent, enfin c'est plein de choses qu'on va pouvoir évoquer qui vont un peu résonner avec des problématiques qu'on adore aborder avec Moss. Voilà. Est-ce qu'il va arriver à parler de Xénophon et de Belle du Seigneur? On ne sait pas, mais en tout cas... S'il sort toutes les rêves que j'ai pas, ça va être vraiment terrible pour moi. Je suis beaucoup moins lettré que vous. En fait, si tu veux, je suis la portion congrue, c'est-à-dire que je connais très bien certains dossiers qui sont assez généraux. En fait, t'es un autiste sur mes trucs de geek, mais par contre, il y a un moment, toujours quand je vous écoute, où je fais... Ok, c'est le moment tunnel, si t'es pas un lettreux bac plus 35, t'es foutu, c'est finito. Parfait, sélection naturelle, sélection par le QI, c'est idéal. Je serai sélectionné très vite, je pense. Non, te dévalorise pas comme ça. Moss, juste avant qu'on y aille, est-ce que tu es hypé? Je suis très hypé, moi je trouve ça super intéressant parce que il se trouve que j'ai aussi enregistré moi des textes, tu sais que j'ai fait la version audio notamment de Belloc. Et de Chesterton, et ça a été un vrai marathon. J'ai un peu souffert, donc on pourra en discuter si tu veux, Corentin. Ah ouais, ça va être intéressant ça. Avec plaisir. J'ai un immense respect a priori pour notre invité parce que je n'ose même pas imaginer faire ça à temps plein. Tu vois, c'est-à-dire que je l'ai fait quelques fois de manière épisodique, même certaines vidéos un peu longues, la vidéo sur le manifeste du Parti communiste là, qui fait 1h40 en version finale, j'ai passé 6 heures à faire des enregistrements, j'en pouvais plus, j'étais au bout de ma vie. J'ai des gens qui m'ont dit ah non mais t'avais l'air fatigué dans la manière de le dire en fait, et j'étais là en disant attends mais tu crois qu'au bout de 4 ou 5 heures d'enregistrement t'es comment en fait, genre... Ouais, les gens se rendent pas compte, tu vois. Non mais les gens se rendent pas compte, parce que moi tu vois quand j'enregistre un épisode sur YouTube et que c'est des vidéos un peu longues type FAQ, des trucs comme ça, si vous avez une vidéo de 30-35 minutes, c'est minimum de chez minimum 1 heure de rush au début. Ouais. Donc ça veut dire que en gros faut s'imaginer que si tu as une version longue d'une vidéo qui fait 1 heure, 2 heures, bah ça a souvent 3, 4, 5 heures de rush, et plus t'avances,
plus t'en as marre, plus t'as envie de rusher le texte, moins t'as envie de jouer chaque blague. Et de toute façon, tu te dis, est-ce que les gens ils regarderont encore à ce stade de la vidéo? Tu sais plus. Donc en fait, au bout d'un moment, c'est très démotivant. Tu auras toujours un commentateur pour te dire qu'à 57 minutes 43, tu as fait un petit velours ou une liaison pas bien ou je sais pas quoi. T'as toujours un gars qui vient te signaler ce genre de truc. Et franchement, je n'ai jamais compris ce que ce genre de commentaire était censé apporter en fait. Est-ce que le gars il pense vraiment que non, mais parce que tu vas te morfondre, te flageller après en te disant mais c'est pas voilà, ça, c'est terrible, j'ai fait ça. C'est que le mec il existe en se disant j'ai fait une remarque. Moi je te donne un exemple. Là j'ai sorti récemment sur ma chaîne une vidéo sur American Psycho. Ouais. Je l'ai vu, voilà, je pense qu'elle a un beau succès, donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'auront vu. Et en fait, à un moment donné, je dis que Patrick Bateman, donc le personnage principal, est un trader. Il n'est pas trader, il a un poste dans la finance, en fusion-acquisition, enfin un truc comme ça. Et j'ai eu des gens qui probablement couchent avec leur mère, qui sont venus en commentaire, j'en ai eu deux, qui venaient en commentaire pour me dire il n'est pas trader, il est en fusion-acquisition, voilà. Ça change rien. Je rappelle que le principe du bouquin, c'est qu'il a un poste haut placé, très bien payé, donc en fait il ne travaille pas, il fait des mots croisés, il va au restaurant, il regarde des VHS donc t'avais en fait parfaitement restitué l'idée principale. C'est ça, exactement. Il est dans la finance à New York, et la finance ou la banque, enfin c'est ce genre de métier que d'ailleurs les gens comprennent pas, et c'est tout, tu vois. Et en fait ils ont besoin d'exister en venant dire cette petite bêtise, cette petite remarque qui ne change rien, qui n'a aucune valeur, mais ils existent en faisant ça. Voilà. Bon bah écoute, quelque part, moi je suis un peu leur psy. Je viens écouter leurs épanchements et je tolère leur existence de façon magnanime. Voilà. Bah écoute, c'est super. Est-ce que tu as envie de faire un petit peu de publicité avant de lancer le générique? Bah en fait, moi ce que j'aimerais bien, c'est que tous ces gens qu'on régale semaine après semaine se disent tiens, les podcasts, les vidéos, etc., les invités de qualité, c'est bien. Est-ce qu'on pourrait pas passer un niveau et accéder à du contenu plus premium en prenant des bons bouquins à la Giberne, chez Carmin, etc. Est-ce que c'est possible, tu vois, au lieu de faire grève tous les 3 jours dans un pays bolchevique avec un taux d'imposition délirant, d'encourager un peu ceux qui essayent de faire des belles initiatives et de prendre des belles initiatives? Qu'est-ce que t'en penses? Je trouverais ça super. Donc moi, à titre perso, là en ce moment, ma croisade, c'est de mettre des livres de Sowell dans les mains de tous les gens qui ont entendu parler de la taxe Zuckman. Donc vous en avez marre de vous faire taxer 17 fois, vous en avez marre d'entendre 17 fois invoquer la justice sociale, la justice fiscale et tous ses dérivés. Et ben vous lisez Sowell, ça vous fait du bien, ça fait une bouffée d'air, c'est très bon, tu vois, c'est un peu comme une séance de méditation, ça régénère un petit peu, tu vois, c'est très bien. Ouais, alors les gens peuvent le trouver sur www.carmin. C'est quoi, c'est édition Carmin, édition-carmin.com. Enfin, vous cherchez sur Google, honnêtement, vous allez le trouver. Démerdez-vous, c'est bon. De toute façon, si vous écoutez ça sur YouTube, on a mis le lien en description. On a aussi mis le lien vers la chaîne de Corentin, donc l'Aube des Songes, comme ça, vous êtes tous bien équipés. Et on a aussi mis le lien vers la Giberne, www.lagiberne.fr. Voilà, bonne littérature française, bons auteurs, des gros projets qui arrivent. Franchement, en fait... soyez à la hauteur de la qualité qui vous est proposée. Et puis une fois qu'on est bon, je propose un petit générique. Générique. Bon, alors messieurs, j'ai envie d'être un peu taquin parce que je sens que ça a réveillé des PTSD chez vous. Est-ce qu'on parle un peu des versions audio et de la douleur rectale maximale qu'on ressent après 6 heures d'enregistrement là-dessus? Corentin, est-ce que tu veux en parler? Mais en fait, il y a un truc que vous n'avez pas encore précisé dans votre truc là, je veux bien en parler, pas de problème. C'est 6 heures d'enregistrement, si et seulement si tout fonctionne. Parce que messieurs, il y a un nombre de choses que vous avez oublié de mentionner. C'est que pour commencer, il faut avoir un endroit qui soit bien isolé en termes de son. Chez vous, évitez tous les échos, ce qui prend un temps et selon comment un pognon absolument hallucinant. Ouais. Là, oui, un truc d'ailleurs de petite anecdote. Les boîtes d'œufs contre les murs, j'ai essayé, ça marche pas. Ouais, ça marche pas. Ça marche pas, c'est terrible. C'est horrible. C'est une fake news. Ouais. Vous allez manger plein d'œufs, c'est très bien. Mais par contre, tu fais ta prise de masse sur les murs. C'est ça, tu fais ta prise de masse pour pas très cher.
selon la qualité des œufs, Ouais. mais au final, pour ton son, il sera toujours aussi pourri après. Ouais, Il sera peut-être un petit peu absorbé, mais ça tient pas sur les murs, c'est une vraie galère. Bah, dans le- Surtout si, comme moi, vous habitez souvent sous les toits, c'est l'enfer. Ouais, Faut pas exactement. faire Ça peut même être pire dans certains cas, parce que ça va étouffer ton son, on va avoir l'impression que tu parles de dessous une couette en fait. Ouais. Donc, en fait, tu. ça. comme ça. Ouais, si ça va exactement. T'es là, Houston, répondez. C'est terrible, c'est terrible. Ça fait aucun sens. Moss, qu'est-ce que tu peux ajouter encore là-dessus? Alors, en tant qu'ingénieur son amateur, j'ai beaucoup de trucs à dire là-dessus en fait. Putain, la tête, le grand sourire qu'il nous a fait là me laisse penser qu'on est parti dans un tunnel. Ah Allez, bah, c'est parti. c'est un peu un risque. En fait, clairement, il y a des problèmes sur les pièces. Il y a déjà des problèmes de géométrie de la pièce, c'est-à-dire que tu peux avoir des endroits dans la pièce où, par défaut, tu vas avoir une accumulation de certaines fréquences, parce que tu as des modes de résonance, et si tu te retrouves au mauvais endroit, c'est finito, en fait. Typiquement, les milieux de pièces, globalement, c'est à éviter, quoi qu'il arrive. C'est vraiment une règle de base. Après... Ce qui est contre-intuitif d'ailleurs. Parce que t'as Ouais. tendance à te dire, bah, je me mets au milieu de la pièce comme ça, les murs sont loin, y a pas de, ça réverbe pas n'importe comment, on est bien. Tu Eh vois. bah ouais, mais souvent, en fait, ça correspond. Alors, les physiciens, les Monumental. Ouais, c'est ça, c'est les ça. physiciens Mm. les plus férus First time, hein. reconnaîtront les problèmes de ventre et de nœuds de vibration. Voilà, alors si ça dit quelque chose à quelqu'un, mettez un commentaire sympa en Voilà, alors disant c'est là- voilà, là, moi c'est j'ai le moment. moi, j'ai compris, j'ai fait ma prépa aussi. Le seul qui a compris, c'est Modin. Parce qu'il a fait 6 ans de musicologie, si tu veux. Donc c'est le seul qui est capable de comprendre ce que t'as dit là, tu vois. Donc t'as ça, la pièce en elle-même peut jouer. Moi je dirais que globalement les tapis c'est très bien. Si vous devez, j'ai vu aussi passer plein de variantes en mode tu ouvres, enfin tu te mets dans une penderie. Je trouve que ça marche pas vraiment bien. Ça marche pas. Globalement, J'ai essayé au tout début de la chaîne du Hussard et ça marchait tellement pas que j'avais refait la prise. Ouais. Genre, j'étais pas convaincu du tout, tu vois. C'était horrible. Et globalement, alors du coup, après, il faut rentrer dans des détails techniques sur les types de micros, parce que tu as deux types de micros. Tu as des micros qui sont à condensateur et des micros qui sont à membrane. Il y en a un des deux types qui est plus sensible que l'autre à tout ce qui est écho, reverb, tout ça. Donc globalement, Arrêtez-le, si vous arrêtez-le, ne savez pas, il fait fuir nos auditeurs. Ah, t'as trop de détails C'est ça. techniques. Le trop de- public moyen a C'est Ouais, ça. c'est Bon, ça, ok, c'est pas grave. Vite, attends, caca, tout le caca, monde fait pipi, content, prout, on est trois. revenez. Ceci dit, une fois que tu as dépassé tous ces problèmes-là dans ta pièce, de l'acoustique de ta pièce, et que tu as un super micro, il reste quand même encore un autre problème, Corentin, je sais pas si toi tu l'as expérimenté, c'est ce qu'on appelle le voisinage. C'est-à-dire que si tu as des voisins qui J'allais ont un y venir. chien L'enfer, c'est les autres. ou une ambulance qui passe dans la Le rue chien, ou je sais punaise. pas quoi, tu recommences ta prise en fait, à chaque fois. Alors, Et moi, je suis devenu heureusement, phobique, ça, en j'ai fait. pas eu. Genre, j'en suis au stade où, à chaque fois que j'entends le début d'un grincement de marche d'escalier ou d'un voisin ou d'un truc ou d'une porte qui bouge, je suis en mode, oh là là, ah non, il faut que je recommence ma prise, tu vois. Le fou du village. En fait, il y a mais 900 ça, heures. c'est un Ouais. vrai truc qui peut te rendre taré, c'est que là, je rejoins. Heureusement, moi, le voisinage, ça va. J'ai toujours eu des voisins qui étaient plutôt compréhensifs et sympas, donc j'ai pas eu ce genre de problème. Par contre, ce que j'ai eu très souvent, et là où j'habitais avant, ça me rendait fou au premier degré au bout d'un moment. Mais ça rend physiquement nerveux quand tu as les avions et les ambulances. Oui. Tout ce qui est sirène de pompiers, de police, les trucs comme ça, les klaxons aussi, c'est infernal ça. Dis-toi que j'habitais à côté d'un CHU à ce moment-là. Putain la vache. Donc les débuts de l'Aube des Songes, dites-vous que tout ce qui était enregistré au début, et pour ceux qui remontent aux anciennes vidéos, des dizaines, Ouais. n'allez pas, malheureux, vous allez aller dans un trou sans fond. Mais en gros, dans les premières, c'était vraiment ça, et tu avais une ambulance qui passait, je pense, toutes les 20-30 minutes, Ouais. Est-ce que d'ailleurs moyenne large. tu as envie de nous dire un mot de l'origine de ce nom, l'Aube des Songes, parce que c'était quand même c'était une espèce d'expérience personnelle qui a résonné aussi avec la littérature, donc c'est un peu l'origine de tout quoi. Alors, actually, c'est un énorme coup de pif. C'est vraiment pas plus que ça. Il se trouve que je suis un très mauvais vendeur. Voilà, ça il faut le dire tout de suite. Et si tu veux, quand j'ai lancé l'Aube des Songes, j'étais parti dans une espèce de trip où j'avais trouvé une phrase, c'était quand la clarté de... j'oublie évidemment. Ah ouais, Ça va être le c'était moment. vachement mieux quand tu te présentais. Hein. Là, t'as donné toutes les Voilà, cartouches et tu il vois. n'y a plus rien là. Pourquoi tu poses C'est des questions pas improvisation préparées aussi 100%. Avec de la recherche, c'est foutu. Mais en gros, j'avais trouvé une image avec l'Aube des Songes, c'est que c'était en gros le début du rêve qui arrive au moment où tu commences à lire, au moment où tu commences à écouter. Mais en soi, c'était juste une espèce d'intuition comme ça que j'avais gardée, et je me suis dit que ça sonnait plutôt bien.
Et une fois que la chaîne a été lancée, au bout de 2 ans, 3 ans, bah, tu ne penses plus tellement à changer de nom de ta chaîne. Non. Et en plus, moi, comme j'ai eu un démarrage qui était extrêmement lent, parce que je l'ai déjà dit, je crois, je suis très mauvais vendeur. Donc du coup, il a fallu vraiment des années et des années pour qu'il y ait quelques centaines de gens. Ce qui fait que je me suis pas posé de questions pendant très longtemps. Ouais. Et ce côté un peu à la va comme je te pousse a mené à ce que finalement l'Aube des songes soit resté, même si l'apparence, le contenu, les formats ont changé. Mais ça, Peut-être que ça changera à terme. Mais ça, tu vois, c'est intéressant parce que tu dis que tu as eu un démarrage lent, etc. Mais en fait, il faut ramener ça à la niche dans laquelle on se positionne toujours, si tu veux. C'est-à-dire qu'en fait, un démarrage lent, quand tu fais de la news politique, quand tu fais du contenu culturel ou quand tu fais du livre audio, c'est de plus en plus difficile, tu vois, avec ces 3 exemples-là. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est qu'en fait, déjà avoir quelques centaines de personnes qui sont prêts à écouter du livre audio, qui sont prêts à écouter de l'interprétation de textes comme ça sur Internet, c'est vraiment un score qui est impressionnant parce que, les gens ne se rendent pas forcément compte parce que c'est une remarque que je reçois assez souvent, c'est est-ce qu'il y aura des bouquins de la Giberne sur Audible ou sur ce genre de plateforme ou même juste d'autres versions audio pour des bouquins. Mais c'est un micro marché, les gens vous rendez pas compte. Ça ne représente absolument rien. Les coûts pour ne serait-ce que maintenir les infrastructures de diffusion là-dessus ou les marges quand tu fais affaire avec des boîtes comme Netflix, comme Audible, qui est le Netflix du livre audio. Ou ne serait-ce que les produire. Ouais, les produire. Non, mais même je mets les produire à part. Tu vois. Admettons que t'es vraiment, tu te dis je fais tout seul dans mon coin et tout, tu vois. Bah même là, c'est pas intéressant du tout d'un point de vue économique. Moi, peut-être que tu peux nous en parler un peu sur Carmin. Mais en fait, c'est vraiment, je crois que c'est 0,1%. C'est 0,1% de part de marché. C'est vraiment rien du tout, quoi, le livre audio. Bah, je peux donner des ordres de grandeur, mais pour à peu près, moi je dirais que pour à peu près 100 livres papier vendus, t'as un livre audio vendu. Chez nous. Putain, c'est vachement moins chez moi. Chez moi, je pense que c'est pour 30 livres papier vendus, je dois avoir un livre audio vendu, tu vois. Peut-être quelque chose comme ça. Je te dis ça en ayant fait des campagnes de financement où tu faisais parfois même des bundles avec des livres audio plus papier, tu vois. Donc pour te dire. Ouais, je me souviens. Et en fait, honnêtement, on a plus ou moins arrêté de faire des versions audio. Alors je ne dis pas que c'est définitif, mais pour l'instant, en fait, ça ne se justifie pas d'enfermer un type, de le rendre complètement fou pendant une semaine. 12 heures. Ensuite, de faire littéralement des dizaines d'heures de montage audio, parce qu'il y a ça aussi derrière. Enfin, une fois que tu as fait tes prises, c'est super, mais derrière, il faut quand même faire le montage. Tout ça pour qu'à la fin, tu aies 14 personnes qui l'achètent, tu vois. Économiquement, ça ne se justifie pas, tu vois. Donc... Je suis complètement d'accord. Et donc en fait, c'est ce que je veux dire par là, c'est que moi même quand j'avais lancé le Hussard au début, je m'étais dit mais je vais peut-être à un moment donné faire des contenus aussi de lecture de texte ou de présentation de texte. En fait, c'est des contenus vraiment niche sur YouTube qui attirent un public qui est vraiment un public de gens intéressants et intéressés. Par contre, c'est vraiment pas avec ça que tu fais 1 million d'abonnés, quoi. Enfin, je pense que Corentin, tu t'en étais aperçu. Bah, 1 million d'abos, non. Après, comme je t'ai dit, je suis très mauvais vendeur. Donc le truc, c'est que je pense aujourd'hui, et c'est d'ailleurs comme ça que la stratégie de l'Aube des songes se déploie aujourd'hui, c'est que avec une meilleure stratégie, avec de meilleurs formats, je pense qu'on peut toucher un public qui est beaucoup plus large. Et d'ailleurs, la fréquentation de mes lives, interprétation en direct, on a une preuve. C'est qu'au départ, c'était vraiment quasiment personne. J'avais commencé à faire des lives d'interprétation en me disant, au bout d'un moment, flemme de faire des dizaines et des dizaines et des dizaines d'heures de montage. En plus, je commençais à travailler comme comédien de doublage à ce moment-là. Donc t'avais pas le temps. Donc ça faisait que j'avais pas... Si, j'avais du temps, carrément. C'était période Covid-19. Ah oui, d'accord. Donc si, j'avais la blinde de temps. Par contre, ce qui se passait, c'était que je commençais à me dire, peut-être qu'un jour, je vais faire du livre audio pro. Et dans ce cas-là, ça devenait difficile de justifier le fait que je faisais un contenu pro gratuitement accessible sur YouTube et en même temps un contenu pro payant. Donc du coup, pour ménager un peu ça, je me suis dit que j'allais commencer à faire ça en live. Comme ça, les ratures inhérentes au live, les bafouilles, les reprises, enfin justement pas de reprises, mais les bafouilles, les erreurs d'attribution, donc quand je donne une voix au mauvais personnage ou ce genre de trucs-là, pouvaient justifier le fait que voilà, c'est gratuit. Donc vous avez la version avec des scories ratées. Ouais. C'est ça, vous avez toutes les scories. Si vous voulez un truc propre, vous allez faire la version payante. Et d'ailleurs, quand j'ai lancé mon site tirade.net avec les histoires, mais sans une fable que je vends comme ça à l'unité ou en pack selon la volonté, il y a des versions audio disponibles qui sont en qualité pro et là c'est payé. Ouais. Et du coup là tu as zéro scorie, tu as des musiques qui vont avec. C'est vraiment le top de ce que je sais faire à ce niveau-là. Mais du coup pour revenir sur les lives, quand tu as que ça, quand tu as que de l'interprétation brute, effectivement, c'est niche de niche de niche. Ouais. Mais quand tu commences à ajouter de l'interaction avec le public, ce que j'ai commencé à faire, subitement, tu te rends compte que la fréquentation explose. Ok.
Vraiment. Oui, c'est logique, Et mais c'est on logique, a vu ouais. des trucs. Et en fait, ça, pour avoir un peu gratté, alors si ChatGPT s'est pas planté, avec les recherches que j'ai faites, je crois que ce format est unique au monde. Ok. Vraiment. Donc c'est à voir. C'est aussi pour ça que je vais pas trop tenter de généralité sur les formats que je déploie sur l'Aube des Songes. C'est que, a priori, il n'y a aucun équivalent strict en termes de format. Mais a priori, je suis d'accord avec ce que tu dis sur l'aspect niche. Et en même temps, je pense que ce côté niche peut être très Il a dit en même temps. Il a dit en même temps. mainstreamisé. Révolution, arrêtez-le. Ah, générale. secours. C'est Grève d'un générale. côté. Grève générale. Le macroniste. S'il vous plaît, je voudrais terminer mon propos avant de finir sur le boucher, s'il vous plaît. D'un côté, oui, il y a un aspect ultra niche, c'est vrai, et d'un autre côté, à ajouter à ce premier aspect, donc en même temps, je pense qu'on peut mainstreamiser le format en y ajoutant des codes mainstream, Ouais, en fait. je suis d'accord. Après, ça ne touchera jamais 10 millions d'abonnés, ce sera jamais Thibaut Inchep pur et dur. Bah, mais par contre, il y a moyen de le rendre plus général. je pense. Non mais je suis d'accord. En fait, tu peux élargir ta base, mais tu peux pas non plus. Si tu fais 1m50, tu seras jamais, tu vois, un basketteur, quoi. C'est ça la logique du truc. C'est quoi. ça, au bout d'un moment, ce sera jamais du contenu muscu. Ouais, c'est exactement. Et d'ailleurs, Ça restera un contenu plutôt agriculture. comment tu choisis les textes que tu traites et les textes dont tu as envie de parler. Ça, c'est quand même une question assez fondamentale. Qu'est-ce qui te fait te dire, tiens, j'ai envie de faire ça et pas un autre truc? Au début, le flow, le pif, Ouais. juste ce que j'ai envie de faire. Ensuite, petit à petit, il y a eu des demandes. Il y a un moment où je me suis lancé dans un marathon complètement dingue sur le Comte de Monte Cristo. Ouais, je me souviens. Parce qu'à l'époque, je peux tout expliquer. C'était un spectateur qui avait dit, au fait, j'aimerais que tu lises ça. J'avais fait des yeux comaques en faisant, non, Ah ouais. non, il y a 1000 pages, Ouais. les gars. Non. C'est déconnant, c'est complètement délirant. En fait, Vous en fait, n'allez il te jamais il te rester. déteste. Hein. Il te déteste le mec. En fait, si tu veux, c'est vraiment l'objet. Je l'ai cru. Ouais. Mais je l'ai cru, j'ai vraiment cru que c'était un troll. J'aurais fait, franchement, vous n'écouterez jamais jusqu'au bout. Ouais. Le public a dit, chiche. Ok. Non mais c'est délirant, on en a pour des dizaines et des dizaines et des dizaines de lives. Ouais. Chiche. Vous me croyez ou pas? Ouais. L'édition des lives, je pense, a duré quasiment 2 ans au total, en étalage, parce que entre temps, j'ai changé d'habitation 2 fois, j'ai eu des problèmes monstrueux 2 fois. Ça a été un calvaire sans nom. Le public est resté pendant les 47 lives, je crois. Putain, au total. c'est quand même pas mal. Et t'as réussi à faire ça en seulement 47 lives. Moi, j'aurais dit que ça prenait. On tapait dans la centaine, tu vois, facilement, quoi. Mais alors, parce que du coup, Dumas, c'est un avantage notoire, c'est que déjà, c'est très aéré Oui, c'est dans vrai. l'édition que j'avais. Mais il est payé à la Il ligne. y a Hein. beaucoup de paragraphes. Il y avait ça aussi. Oui, bah ça s'explique, Ouais. comme je le comprends. Si j'étais payé à la seconde. Ouais, Bref, c'est incroyable. en l'occurrence, il y avait de ça. Et puis d'autre part, il y a des langues qui sont très orales, qui donc sont du coup très très fluides. Ouais. Sans vouloir te passer de la pommade, quand j'ai fait Pays réel, c'est très très oral aussi. Ouais. Donc du coup, ça va très vite. Après, tu sens aussi la plume de l'auteur. Ça, c'est des trucs auxquels je suis sensible, si tu veux. Je sais exactement quel auteur a une notion d'oral et qui n'a fait simplement que de l'écrit. Ouais, tout à fait. Typiquement, Flaubert, c'est très oral Ouais. parce qu'il passait la moitié de son temps à gueuler ses Le textes. fameux Donc, du coup, gueuloir. c'est nickel. Ouais, exactement. Oui, mais du coup, ça donne vraiment une oralité folle. Alors que d'autres textes plus récents, c'était quoi que j'avais fait L'île du Docteur Moreau. Ouais. Je sais très bien que le type qui a écrit Ouais. l'île du Docteur Moreau, c'est pas oral pour dessous. Ouais. Le type a gratté ça dans son bureau. C'est très intéressant, c'est très bien, mais ça se mâche pas pareil, ça se dit pas pareillement. Bah, surtout que c'est Du une coup, traduction. Dumas, ça en va fait, assez là, en vite. l'occurrence. Oui, c'est une C'est traduction, je ouais. suis presque En plus. sûr que c'est la traduction de Henri D. d'Avrey, qui est le traducteur fétiche des Wells. Croyez-moi sur parole, parce que comme je me tape tous les notes de bas de page sur Chesterton en ce moment, et que Chesterton déteste Herbert George Wells, je me suis tapé je sais pas combien de bouquins de Wells, et donc c'est toujours les mêmes. Enfin, en fait, c'est toujours le même traducteur. Voilà, bon. Ok. C'est tout à fait probable, je t'admets que j'ai pas regardé ça. Je regarde ce qui est disponible gratuitement parce que ça, c'est un des trucs que j'ai appris aussi. Si tu veux faire du gratuit, il faut aussi que tu aies Ouais. l'exploitation Ouais. des droits. Et donc, je Oui, prends donc, en des fait, traductions qui sont libres de droit. T'es limité, en fait. Ça, Ça, c'est notre limitation. Ouais, c'est une limitation, c'est Et qu'en puis fait. maintenant, la troisième chose, pour terminer ta Ouais. question, excuse-moi, j'ai Non, fait j'en un petit prie. détour par Monte Cristo, c'est que maintenant, je regarde des textes qui sont à la fois réclamés par le public, mais pas trop, Ouais. parce que Toujours. le public a parfois des envies un peu délirantes, et si je leur donne systématiquement ce qu'ils demandent, ils regardent pas. Ouais. C'est ce Oui. qui est assez Mais curieux. D'ailleurs, moi, Et l'autre chose, c'est un truc que j'avais repéré aussi, Ouais. c'est qu'en fait, quand t'as un gars qui te demande 500 fois, enfin, des mecs qui demandent 500 fois un sujet, il ne faut
soit jamais le faire, soit ce que j'ai compris plus tard, c'est qu'il faut le faire de façon complètement inattendue. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas pas. Tu vois, par exemple, moi, l'exemple archétypal de ça, si on m'avait demandé Jules Verne en épisode, mais des centaines de fois, genre ma vie était. J'étais harcelé de demandes sur Jules Verne, et quand je dis harcelé, c'est un petit mot, parce que vraiment, j'en avais, genre, parfois, c'était une journée 10 demandes pour faire Jules Verne. Je sors la vidéo, je me dis, ok, celle-ci, elle va exploser. Et ben en fait pas du tout. Genre la vidéo elle a fait un score complètement pourri. J'avais dû littéralement taper une gueulante dans un post en disant les mecs vous m'avez cassé les couilles pendant des mois pour avoir cet épisode, vous allez le regarder maintenant. Et ils étaient allés le regarder. Comme quoi ils sont honnêtes. Mais si tu veux c'est pas une vidéo que je crois que la vidéo aujourd'hui elle doit avoir cumulé 30 ou 40 000 vues. Faudrait que j'aille regarder. C'est une vidéo, quand je l'ai sortie je me suis dit mais en fait avec l'effet boule de neige des réseaux sociaux c'est une vidéo qui va au moins à 60-70 000 vues tu vois à l'époque alors que la chaîne était beaucoup plus petite. Et en fait ce que j'ai compris c'est que un bon moyen, tu vois, c'est que, par exemple, je te donne pour Jules Verne, il aurait pas fallu parler de Jules Verne directement, mais parler par exemple du paradoxe qui fait que la France est toujours à la pointe des recherches technologiques au début et après elle se fait doubler par d'autres entités, d'autres sociétés, d'autres civilisations. Et tu glisses Jules Verne dedans. Et là, clac, tu parles de Jules Verne comme la technologie. Et là, tu peux le récupérer si tu veux. Mais en fait, c'est cette espèce d'état d'esprit où il faut prendre le truc de flanc pour que ça marche que j'ai mis du temps à développer, tu vois. Voilà, je te laisse finir maintenant, je te laisse finir ton propos. T'inquiète, mais du coup ça va bien parce que la dernière chose qui restait c'est une question de format justement, à savoir que pour éviter la lassitude d'avoir des émissions qui soient trop longues sur le temps, c'est-à-dire trop de... une dizaine, quinzaine de lives, ça va à peu près, mais c'est vraiment le maximum, au-delà c'est vraiment trop long. Ouais. Ce que je fais à ce moment-là, c'est que je prends des livres qui sont aussi à un format qui me permettent de les lire en 10 lives, 15 lives max, en sachant que chaque live c'est 1h30 au total, mais c'est à peu près 3/4 d'heure maximum de lecture, et le reste c'est la discussion avec le public, parce que j'ai remarqué qu'au-delà de 45 minutes, déjà je deviens moins performant, ça devient moins bon, même si j'ai tenu des lectures marathon de 4 heures, mais là je sais pas quel genre de public 4 heures c'est fou j'avais. 4 heures, tu sais, on dirait les lives sur Twitch où les mecs s'infligent de la souffrance contre de l'argent, sauf qu'en fait toi t'as même pas de l'argent en échange en fait, c'est vraiment... Bah en fait il y avait ça, mais le truc c'était quand je regardais pas mes formats à l'avance. C'était typiquement, je m'étais dit tiens je vais faire un chant de Noël de Charles Dickens, ça va être super, en plus c'est pas trop long, tu parles 4 heures, c'était interminable, j'en pouvais plus. Le requiem de Noël à côté, quoi. Mais je l'ai commencé, je peux pas. Si, j'aurais pu en plus. J'aurais pu en plus. Bah, c'est ingrat comme boulot. C'est l'aspect vraiment ingrat. Si tu te lances dans un truc et tu sais pas où tu vas mettre les pieds, quoi, finalement. C'est aussi une question de méthodologie, c'est-à-dire que maintenant je deviens plus carré avec le temps aussi. J'essaie de prévoir, parce que ce genre d'erreurs permettent de plus les réitérer à l'avenir. Typiquement maintenant quand je regarde la longueur des formats, c'est aussi pour me dire tiens, ça va leur plaire à peu près. Ça va durer à peu près combien à peu près ce temps-là. Par contre, je dois jouer avec mon format qui est de dire justement, je ne lis pas le bouquin avant, parce que l'idée c'est que je l'interprète au fur et à mesure, au fil de l'eau. L'idée d'ailleurs, c'est une de mes marques de fabrique, c'est comme ça que je vends les lives, c'est en disant la performance, c'est que je vais découvrir en même temps que vous. Le truc. Mais j'essaie de regarder malgré tout, faire un peu à la louche. En plus, il y a un logiciel de prompt en live sur internet, qui me permet d'avoir une approximation du temps de lecture. Je fais un peu au jaugé et à partir de là, on est tranquille. Ouais, d'accord, je vois. Et est-ce que tu as des logiciels particuliers qui te permettent d'améliorer quoi que ce soit dans ton process, soit de mieux positionner ton texte, soit de le défiler automatiquement, soit de surligner certains aspects, je sais pas, qui pourraient t'aider dans la lecture? Tu as trouvé des astuces comme ça, informatiques, ou pas du tout? Alors tu penses au live ou tu penses à l'enregistrement? Parce que c'est encore deux trucs différents. Je pensais plutôt aux enregistrements. Tu vois, je suis... Moi, ce qui est toujours pas revenu du Vietnam mental qui a été l'enregistrement de Chesterton. Mais carrément, il est là, carrément. Et donc il se dit, est-ce que j'aurais pu sauver ce gamin dans la jungle? Bah non, t'aurais pas pu. Attends, dans les trucs, moi, qui m'avaient rendu complètement dingue. Alors après, je pense que on n'est pas non plus sur le même format, entre guillemets, quelque part. Parce que là, en l'occurrence, c'était des essais, moi, ce que j'ai enregistré. Et je trouve que c'est d'autant plus aride et difficile que tu as des mots techniques, des noms de personnes que tu sais pas forcément comment prononcer parce qu'ils sont parfois étrangers. Quand tu dois te taper de prononcer des mots en allemand ou des auteurs autrichiens dont tu connais rien, enfin, je te promets que... Aufklärung, c'est ça, le Lebenswelt, la première fois, tu es là, tu fais, attends, comment je le prononce correctement? Parce que je sais toujours, j'ai toujours un mec
qui va venir me dire après non mais moi j'ai fait 10 ans d'allemand, je sais que ça se prononce pas Ouais, exactement ouais, comme ouais. ça. Tiens, Ouais, t'as toujours l'enfoiré. En plus, tu sais que les Allemands, c'est comme les Français. T'as des accents selon les coins. Donc, si toi tu fais un truc, bon, c'est pas parfait, mais ça pourrait correspondre à comment un Allemand de tel endroit l'aurait prononcé, tu peux quand même te faire reprendre par un autre gars, tu vois. Ça, c'est vraiment un truc d'enfoiré. Moi, je me suis fadé 10 ans d'allemand. Encore une fois, j'ai des gens qui viennent me faire des remarques en disant attends, ça tu peux le dire autrement. Non, c'est juste une question d'accent à ce niveau-là, calme-toi. Bah, là, en fait, t'es dans la limite entre la littérature et la perf. Tu commences à te rapprocher à quelque part du théâtre et du jeu. C'est que tu dois déjà prendre des décisions qui sont de l'ordre de la mise en scène. Ouais. Tu dois faire un choix, entre guillemets, artistique, de dire bah, est-ce que je le prononce à la française, est-ce que je le prononce avec un accent allemand, de quel côté, etc. etc. Et après, tout se justifie. Une solution qui est un peu la plus simple, que je recommanderais si jamais quelqu'un voulait faire de l'édition d'audio d'essai, c'est de dire franchement, lisez-le de façon blanche, ne vous préoccupez pas trop des accents, ou alors faites-les si vous savez les faire. Si vous savez pas, ne les faites pas, parce que finalement, il y a une chance sur deux que vous trébuchiez et qu'on vienne vous le reprocher, tandis que si vous gardez votre accent oral naturel, personne ne viendra vous le reprocher. C'est comme ça que vous parlez. Et puis après, de façon générale, faut aussi se méfier avec les accents parce que ça peut vite devenir raciste. Tu vois, c'est le truc dont on n'avait pas, Oula, dont on parle pas souvent. dérapage. Mais Ça si glisse. tu veux, tu peux vite te retrouver à faire un accent, tu vois, qui tire vers des stéréotypes un peu dépassés. Tu vois, des stéréotypes un peu années 30, si tu vois ce que je veux dire. Voilà. Je ne sais pas, parce que je t'avouerai qu'à titre personnel, ça m'est complètement égal, je m'en fous. Il va nous faire sauter, putain. Mais non, mais te tracasse pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour le coup, j'avais fait une série sur Huckleberry Finn, inachevée d'ailleurs, où j'avais eu cette question-là qui m'était venue, parce que je m'étais dit, bon, c'est un personnage. Il se trouve qu'en plus, le propos de Huckleberry Finn, c'est vraiment un propos qui est contre l'esclavage tout à fait. à l'époque où ça sort. Donc il n'y a aucune ambiguïté par rapport aux idées de Mark Twain. Oui, donc a qui était un priori, auteur de ça gauche. rentre dans YouTube. Qui est un auteur de gauche, c'est clair et net, quoi. Et pour le coup, pour faire des voix, tu entends bien à ma voix que j'ai pas une voix très lourde. Et pour faire le personnage de Jim, qui était un esclave très fort charpenté, que j'ai imaginé comme John Coffey dans La Ligne Verte, je me suis dit, bon, il faut que j'alourdisse ma voix à fond. Et du coup, comment je fais ? Eh ben, ça a été en imitant John Coffey que j'ai fini par trouver une voix qui convenait à peu près. Et le truc, c'est que je me suis dit, bon, il y a une chance sur deux qu'il y a des gens susceptibles qui disent que du coup ma série est inepte et qu'il faut l'acheter. Et au final, ça fait quasiment 5 ans, personne n'a jamais râlé. Donc je crois qu'un truc qui joue beaucoup, c'est d'une part la qualité du jeu. C'est la qualité du public. Si on comprend que c'est du jeu, c'est la qualité du ça public. passe. C'est la qualité du public. C'est parce que t'as des gens qui sont intelligents qui viennent te voir. Si t'avais une croissance d'audience telle que t'avais des gens qui s'y connaissaient pas trop, etc., qui venaient, t'aurais inévitablement des pisse froids et des extrémistes politiques qui tu vois, qui viendraient dire des Peut-être, trucs. mais probablement que ça resterait une portion probablement assez incongrue, surtout si tu ajoutes un autre point, c'est comment dire, l'image que ton public a de toi. S'il n'y a aucun doute que tu n'en penses pas un traître mot, que rien du tout, et qu'en fait c'est juste de la performance, et je crois que dans mon public c'est le cas, en fait, Ouais. je crois que c'est pour ça que j'ai pas de problème, et que typiquement, si tu prends mes lives, tu as régulièrement des accents qui sont sortis, mais simplement parce que ce sont des personnages. Et en fait, je suis acteur. Ouais. Donc je sais jouer des rôles. C'est mon métier. Ouais, Donc ouais. il n'y a pas d'ambiguïté par là. Par contre, si je commençais en plein à côté à cultiver une ambiguïté ou à dire des trucs un peu limite où tu sais plus si c'est du lard ou du cochon, là, effectivement, je pense que tu as un souci. Et on a des affaires comme ça qui font jurisprudence. Ouais. Donc Oui, c'est ça, il faut toujours se méfier dessus. Bon, je pense que Moss, toi, avec Belloc, t'as pas eu trop ce problème-là. Non. Et t'étais j'avoue assez que safe. moi, les interprétations de personnages, en fait, comme c'est un essai, par définition, c'était relativement basique, en fait. C'était assez neutre. Donc j'ai pas eu trop ce problème là, c'est juste j'ai peut-être eu quelques phrases où tu sais genre il imagine ce que dirait un capitaliste, ce que dirait un opposant, ce que dirait un syndicaliste, Ouais. donc tu changes un tout petit peu la voix pour essayer de faire une grosse voix pour l'un. Mais c'est le niveau daron qui raconte une histoire, c'est-à-dire que tu vas prendre une intonation ça. différente et tu vas C'est pas ça. changer ta voix, tu Ouais. vois, voilà. Mais à part ça, ça a déjà son importance parce que déjà là, tu peux faire des choix éditoriaux qui sont radicalement différents. Tu peux dire que tu donnes une importance égale aux deux personnages pour avoir une espèce de dialogue. Alors attention, je cite des rêves que j'ai pas forcément, mais des dialogues un peu platoniciens où tu essaies d'avoir Un peu- quand même un peu des socratique. discours qui se répondent. Socratique, merci. Mais qui essaient de se répondre avec un niveau d'intelligence égal, où tu peux prendre des tons parodiques et dire je vais faire sonner tel personnage comme étant ridicule, mais c'est déjà un choix éditorial. Ouais. Et d'ailleurs, toi, il Tu vois y a des auteurs ou des textes sur lesquels tu as changé un peu de regard, ou tu as affiné ton regard dessus en les jouant, genre ça a changé la vision que tu en avais parce que en l'interprétant d'une certaine manière, ça a fait bouger un peu, ou ça t'est jamais arrivé ce genre de truc? Pas vraiment, parce que quand j'interprète, si tu veux, j'essaye de restituer ce que fait l'auteur.
je le fais tel que je l'imagine moi. C'est pour ça que tu vas entendre des voix qui sont très incarnées, très vivantes. Alors ça se joue aussi avec le fait que j'ai une grosse amplitude de voix, donc je peux me permettre de faire plein de voix, c'est ce que tous les acteurs ne savent pas faire. Et accessoirement, j'ai une pulsation qui est très vive et une imagination très colorée. Donc ça va de façon donner quelque chose. Maintenant, j'ai plus appris à découvrir des auteurs plutôt que changer de regard sur eux. Ouais. Oui, Voilà. puisque tu découvres, en fait, c'est vrai que puisque tu découvres le texte au moment où tu le lis, t'as pas forcément d'a priori dessus, sauf si vraiment c'était un auteur qui était extrêmement coloré politiquement ou coloré en termes de sujet ou de trucs comme ça. Mais fondamentalement, c'est vrai que puisque tu le découvres, bah, t'as pas tellement de raison de bouger, quoi. C'est ça, et c'est d'ailleurs ce qui est assez agréable, je trouve, et ça on pourra développer un peu plus tard si tu le veux bien, c'est la question de l'affichage d'une opinion par rapport à un artiste. Je trouve que c'est beaucoup plus agréable de découvrir l'œuvre d'un artiste quand on ne sait rien de ses opinions, parce que justement, ça peut peut-être transparaître dans son récit, mais on s'intéresse d'abord à l'œuvre. Ouais. Et pour le coup, je trouve ça infiniment plus intéressant, et même l'inverse est vrai, je trouve que quand je sais quelles sont les opinions d'un personnage, j'ai pas envie de lire ce qu'il fait, parce que j'ai l'impression qu'on va me faire la leçon. Bah, ça, c'est Et j'ai pas envie. Mais ça c'est marrant en parce fait. que tu vois, il m'est arrivé moi de lire des bouquins d'auteurs sur lesquels je croyais, même je connaissais leurs opinions, qui sont des opinions publiques, étayées, répétées, etc. Et en fait, j'y allais en me disant, bah, il va dire ça, 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 ça. Et j'ai parfois été très surpris, mais en bien du coup, Ah ouais d'avoir des choses très différentes. L'exemple absolu de ça, vraiment l'exemple absolu de ça, c'était, alors attention, je vais citer le grand méchant, c'était Renaud Camus. Quand j'étais allé lire un roman de Renaud Camus, je m'étais dit, bon bah voilà, c'est quand même le théoricien, disons, le plus sulfureux, encore en vie aujourd'hui, etc., etc. Et j'avais pris un de ses romans, un roman des années 90, je crois. J'avais fait un épisode qui s'appelait le roman s'appelait Voyageur en automne, et c'est un roman qui n'a absolument rien à voir avec les thématiques le fameux GR, ça n'a rien à voir avec tout ce qui a pu lui donner lieu à des problématiques ou des polémiques, etc. C'est un roman très onirique, très en fait, très beau en fait, hein, dans sa très en fait captivant, avec trois bouts de ficelle. Vraiment c'était vraiment une bonne lecture. J'avais été surpris en fait du contraste justement entre la vie sulfureuse, des positions qu'on n'aime pas du personnage, mais très clivantes, et puis le texte qui pour le coup était vraiment En accord avec le titre. ouais, mais non, mais très dans la littérature en fait, finalement. C'est-à-dire que c'est vraiment de la pure littérature. C'était vraiment il y avait pas de militantisme politique, mais pas une once de militantisme politique dans ce bouquin, quoi. Et c'était très surprenant. Et du coup, j'avais passé un très bon moment, alors que j'y étais plutôt allé en me disant, je vais le lire, et s'il y a matière, je le dézinguerai dans un épisode. Alors qu'en fait, bah du coup, je l'ai pas dézingué parce que le livre était bon, quoi, tu vois. Après, je crois qu'il y a aussi une question de point de vue qui change entre toi et moi, parce que toi, tu es éditeur, donc Ouais. je sais pas combien de livres tu lis. Beaucoup, vraiment, vraiment beaucoup. C'est qu'en fait, il y a même maintenant des niveaux de lecture. Toi, tu lis même des manuscrits en fait, parce que tu dis Oui, ça. t'as des livres, Alors mais ça- t'as aussi les manuscrits en fait. La Giberne, heureusement, est une maison d'édition à comité de lecture. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, les gens font un travail les gens qui sont dans le comité, les membres du comité font un travail de débat, de recherche, de sélection, d'échange aussi, qui permet de contrôler le flux de textes qui arrivent. Parfois avec des difficultés, mais ça permet de le contrôler. Sinon, je serais mort, en fait, hein, si je devais tout lire. Mais par exemple, tu vois, quand je prépare vraiment un épisode de base sur la chaîne, j'ai un texte à lire, et souvent j'ai une ou deux demi-journées pour le lire dans ma semaine, comme on produit tout le temps. Donc en fait, il faut que Misère. il faut C'est tellement peu. il faut que ça débite, Alors évidemment, parfois le texte est très long. Par exemple, j'avais fait un épisode sur le complot contre l'Amérique de Philippe Roth. C'est un texte trop long pour être lu en 2 après-midi. Donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais prévu sur beaucoup plus que ça, et j'avais mis des épisodes avant qui me demandaient beaucoup moins de travail de recherche. Typiquement des épisodes sur des adaptations de films, des épisodes sur des livres que j'avais déjà lus avant, et j'avais juste besoin de me rafraîchir un petit peu la mémoire en les refeuilletant, mais j'avais pas besoin de le relire de fond en comble. Enfin voilà, ce genre de choses. Et à l'inverse, ce qui arrive aussi parfois, c'est que quand je fais des vidéos où il faut avoir lu beaucoup de bouquins, par exemple pour des cours martiales ou des sujets comme ça, bah en fait, je me procure les textes, et là,
ça dépend. C'est-à-dire qu'en fait, si j'ai compris en 10-15 pages à quel point c'est mauvais, qu'est-ce qui va pas dans le bouquin, j'ai pas besoin d'aller plus loin pour un truc qui va occuper 1 minute de la vidéo. Si en revanche c'est quelque chose qui est vraiment important et qui permet de comprendre, là il va falloir le lire. Tu vois, et en fait le niveau d'attention que tu mets dans le bouquin est très différent en fonction de l'ampleur de l'œuvre, en fonction du contexte, de la situation, etc., etc. Le but c'est vraiment de connaître son sujet, mais de le connaître dans ce qu'il faut en connaître pour pouvoir être pertinent dessus, tu vois, parce qu'au bout d'un moment, quel intérêt de lire 1000 pages d'un truc inepte pour en parler 10-15 secondes en vidéo, ça n'a pas de plus-value, tu vois ce que je veux dire, faut être rationnel. Mais l'un dans l'autre... Et à l'inverse, si tu veux en parler 4 heures, vaut mieux le lire en entier. Oui, c'est ça. Et alors, à l'inverse, par exemple, tu vois, là, je prépare un épisode qui sortira un bon moment, sur un texte très très bref, vraiment très très bref, mais qui est un texte que je trouve absolument merveilleux. Et en fait ce texte il doit faire je sais pas, même pas 50 pages. J'ai dû le relire 3, 4, 5 fois, tu vois, alors que je l'avais déjà lu il y a des années, mais vraiment pour être sûr de bien être très très carré là-dessus. Donc en fait tu vois, c'est vraiment le rapport à la lecture que j'ai, c'est un rapport de voilà le temps, voilà l'œuvre, voilà ce que je veux pouvoir en dire, le niveau de compétence que je veux dessus, et comment est-ce que je fais rentrer les briques les unes dans les autres. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est assez clair. Justement, parce que l'avantage d'avoir fait différents formats permet de voir aussi ce que tu dis là. Et typiquement, le format de lecture que je vais avoir habituellement, je pense que ça va être globalement celui des gens ordinaires. C'est-à-dire que à la fois, quand je fais mes lectures en direct, ou quand je fais une version audio pour quelqu'un, ce qui est assez rare, ou alors quand je lis pour le plaisir, ou pour mes recherches perso, dans tous les cas, je fais une lecture complète. Je démarre à la première page, je finis à la dernière. Et éventuellement je décroche, mais c'est assez rare que je fasse juste une sélection ou une différence de forme comme tu le fais, à moins que je travaille spécifiquement sur un truc pour une vidéo, pour un short ou je ne sais quoi. Ouais, je comprends. Mais globalement, je vais avoir une lecture de gens ordinaires. C'est pour ça aussi que voilà, je vais lire moins en quantité. Je vois très bien. Oui, bah en fait, ce qui était fondamental, c'est vraiment que tu peux pas te permettre. En fait, t'as pas le temps. T'es pas un gauchiste, tu vois, qui a 900 heures de battement entre ses 2 cours de socio à la fac. Genre, t'as un temps limité, une attention limitée, donc il faut la mettre et l'employer au bon. À bon escient. Tu vois, je suis le hussard, donc je te fais une métaphore militaire. En fait, c'est comme si tu avais une armée pour envahir un pays. Tu peux pas mettre 100 000 hommes pour prendre une petite baraque dans un coin paumé du champ de bataille, tu vois. T'as besoin... Oui, ou alors tu fais ça, mais tu t'appelles moi quand je jouais à Age of Empires 2 et tu l'autiste, perds. Ça. Tu bâtis une merveille parce que t'as pas compris qu'il fallait faire des petites escouades et puis essayer de gagner vite. Exactement. Et en fait, tu dois te dire, bon bah voilà, ça c'est pas important, donc on va mettre quelques gars par là, on va envoyer quelques éclaireurs par ici, le gros d'effort il est là, et en fait t'as besoin de structurer ton travail de cette façon là. Et en fait ce qui est vachement bien, je trouve, c'est que la quantité de choses que tu peux faire quand tu appliques cette méthode, elle est vraiment incroyablement plus élevée que si tu vraiment t'y vas en brute force en essayant de tout bien faire scolairement les tâches les unes après les autres, etc. Et ça c'est vraiment un truc que j'ai découvert en lançant la chaîne, c'est que pour tenir le rythme il fallait avoir un peu des méthodes de corsaire, quoi. Il fallait être à l'assaut du bouquin plutôt que... Oui, parce que ça c'est un truc entre nous soit dit que je trouve absolument dingue depuis que tu as commencé, c'est quand j'ai vu le rythme initial, on se connaissait pas du tout à la base, je précise, quand je voyais le rythme de sortie à 1 par semaine, j'ai fait ok, j'admets, je n'ai pas été un believer. Je me suis dit, ce type-là, alors c'est une force de frappe de dingue, mais par contre, il va faire 3 mois, 6 mois, 1 an, l'erreur, gros max. L'erreur. Mais au bout d'1 an, à coup de 1 vidéo par semaine, il sera rincé parce que ces vidéos sont trop bien montées, trop chargées en fait. Avec un propos trop structuré, il tiendra pas la longueur. J'avais tort. Mais à culpa maxima, j'avais ultra tort. Mais sauf que tu vois, l'autre effet avec ça, c'est que quand t'as... en plus, moi j'ai écrit des romans, donc en fait, si tu veux, je fais vraiment une différence entre l'écriture romanesque qui est très ciselée et tout, et l'écriture des épisodes du SARS où ça débite, si tu veux. Donc en fait, c'est assez simple finalement d'écrire un script de vidéo. Je dis pas que je le fais en 10 minutes, mais je me pose une demi-journée et j'ai mon script qui est écrit, même si mon script il est un peu long. Je sais pas combien de temps tu passes, par exemple, toi, Moss, sur les scripts des épisodes, mais. Généralement, t'as pas besoin d'aller si loin que ça, tu vois. Moi, je passe beaucoup de temps, mais je pense qu'on fait pas les choses de la même manière non plus. C'est quelque part chaque. Toi, de toute façon, tu travailles plusieurs scripts en même temps. Moi, j'ai toujours plusieurs scripts en même temps, quasiment. Il y a certaines vidéos où, en fait, il faut croiser des bouquins différents, et ça prend énormément de taf. Ouais, ça c'est beaucoup plus violent. Ça, au passage, ce qui me fascine toujours, c'est que les gens ne savent pas percevoir la quantité de taf qu'il y a eu derrière une vidéo de manière instinctive.
C'est-à-dire que, à moins que tu leur demandes spontanément, tiens, tu penses qu'il y a eu combien d'heures de taf sur ce truc, globalement, ils se sont jamais posé la question. Tu vois, ils se disent, c'est normal, en fait, bah forcément, il a lu tous les bouquins dont il parle, ouais, ok, classique, quoi. Et en fait, après, tu as aussi la frange des mecs qui te... Moi, j'en ai beaucoup, là, dernièrement, notamment des types d'extrême gauche, qui, en fait, alors, pour une raison qui m'échappe un peu, souvent, c'est des gens qui ont l'insulte assez facile, et une de leurs premières, on va dire, routines consiste à te dire qu'en réalité, tu es un inculte. Donc, tu n'as pas vraiment lu, tu n'as pas vraiment creusé l'inversion accusatoire de base. Sujets, tu sais pas pourquoi tu penses ce que tu penses, et que vraisemblablement ta vidéo a été écrite par une IA ou quelque chose comme ça. Alors que moi, pour être honnête, je trouve très intéressant tout ce qui se passe dans le monde des IA. Si je pouvais utiliser des IA pour accélérer le process d'écrire des vidéos, de faire des scripts, etc., je le ferais. Le truc, c'est que pour l'instant, je suis désolé, j'ai jamais trouvé une IA qui arrivait à me faire un truc qui sonnait bien. Parce que ça fait exactement ce que tu as décrit tout à l'heure, Corentin. Ça fait un texte qui est joli, potentiellement littéraire, mais c'est rarissime que ça sonne bien, en fait, parce qu'une IA ne se pose jamais la question de comment ça sonne. Et nous, quand on fait des vidéos, on se la pose forcément la question, parce qu'on va lire le script à la fin. Il faut qu'il y ait une vie, en fait. Oui, tu vois, on peut pas juste avoir un truc qui est joli. Il faut que à la fin ça impacte. Il faut que le gars se dise ah putain quand même c'est bien, ça a du souffle, c'est bien dit, c'est bien formulé, il y a une jolie métaphore machin. Et tout ça c'est aussi comment ça. En fait parce que tu recherches à avoir de l'âme du coup. C'est le problème que tu vas rencontrer systématiquement quand tu vas utiliser des IA, c'est pas que c'est imperformant, c'est que c'est un truc de proba. J'ai essayé de l'expliquer ça dans une vidéo qui s'appelait IA fin du game et qui en fait était beaucoup trop lourde, faudrait que je la refasse en plus léger. Mais en fait, les IA, ce sont surtout des trucs genre GPT, ce sont des magnifiques objets qui permettent de faire les réponses les plus probables par rapport aux cas les plus généraux et les plus demandés. Donc ce que tu vas avoir, c'est un truc qui est effectivement très optimal en termes de plumes. Il n'y a pas de gras, c'est très direct, c'est ultra structuré. Mais par contre, vu que c'est très général, c'est complètement impersonnel. Donc si tu t'en fiches absolument et que tu veux juste faire de la série, tu peux. Mais si tu as un tant soit peu à cœur le fait d'avoir une personnalité de l'âme, en fait, une signature, il faut surtout pas que tu l'utilises comme ça, ou alors tu l'utilises comme je peux parfois l'utiliser, mais c'est pas pour des scripts de vidéo quand j'utilise, c'est pour développer des hypothèses ou éventuellement dire ok, j'ai un nuage d'idées comme ça. Si tu devais le structurer en 5 points, comment tu le ferais? Ouais, tu peux leur et en fait, ça comme une base d'idées. Non mais surtout t'as un truc plus intéressant que ça. C'est que moi, littéralement, dans mon emploi du temps, toutes les semaines, j'ai 1 heure de discussion avec ChatGPT qui est inscrit dans mon emploi du temps. Et le but, c'est pas de lui faire le script à ma place. Le but, c'est de brainstormer avec l'IA, en fait, avec toi. Par exemple, je lui dis, bah voilà, j'ai pour projet de faire une vidéo sur tel sujet. Et il me faudrait genre des auteurs qui ont parlé de ça, qu'est-ce que tu me proposes, tu vois? Et parfois il dit de la merde, hein. Parfois il dit des trucs qui sont pas intéressants ou qui matchent pas avec ce que je veux ou qui recoupent pas mes valeurs, etc. Et très souvent il me fait découvrir ou il me rappelle des choses vraiment intéressantes, tu vois. Et après je lui dis par exemple qu'est-ce qui serait intéressant comme construction pour une miniature pour cette vidéo. Paf, il me fait des propositions, pas juste de description, tu vois, et après tu peux t'en inspirer. En fait, si tu veux, faut pas utiliser l'IA comme un comment dire, un attaquant pour marquer le but final qui est d'écrire le script. Faut l'utiliser comme un milieu de terrain qui fait la passe décisive, si tu veux. Et c'est un peu c'est un peu ton stagiaire qui va faire des recherches et qui te pose une première moisson d'informations sur ton bureau. Et si tu l'utilises comme ça, là pour le coup c'est super pertinent. En revanche, effectivement, si tu veux faire écrire un script avec, je vais pas donner de nom, mais moi j'en ai vu des gros youtubeurs qui font écrire leur script à de l'IA aujourd'hui. Je crois que j'ai quelques noms en tête aussi, ouais. J'en ai deux. Un qui est plutôt de droite et un qui est plutôt apolitique, dans des thématiques assez différentes. Et en fait, ils te racontent des histoires. Du coup, factuellement, il n'y a pas d'erreur factuelle. C'est juste que c'est très sans âme en fait. J'ai l'impression de regarder une production américaine au sens où tout est millimétré, tout est aseptisé, tout est voilà. Je suis là, ouais, c'est peut-être pas ça qui t'a emmené à tant de centaines de milliers d'abonnés, tu vois. Peut-être que tu avais une âme en fait à un moment, quoi. Alors, c'est ça le truc, c'est que ça va donner un côté flemme si tu l'utilises comme ton script final. Ouais. Et ça, je pense qu'ils vont le payer très très cher à terme. Ouais. Parce que c'est en soi c'est toujours en plus faut pas parce que tu vois ça dépend du public que tu vises. Si tu vises du public de gens comment dire attention, je vais dire des trucs ultra violents. Si tu vises des gens intéressants,
effectivement ça va te jouer des tours. Mais si tu vises des espèces de PNJ sans âme qui cherchent juste à consommer du contenu et qui ont aucun recul critique sur ce qu'ils regardent aujourd'hui, et on sait qu'on est à l'heure où les gens n'ont pas de recul critique, je veux dire, il suffit de regarder TikTok pour comprendre ça, tu vois. Et ben en fait, je suis pas sûr que ça paye. En fait, le niveau des gens, le niveau d'esprit critique des gens et le niveau de formation des gens sur l'IA est tellement faible, ils savent pas que c'est de l'IA, ils comprennent pas la différence, c'est trop subtil pour qu'ils le voient, et en fait juste ils continuent à regarder, à liker, etc. C'est juste qu'ils deviennent plus ternes, mais ils s'en rendent même pas compte eux-mêmes, tu vois. Je crois que c'est surtout que tu as des Peut-être, gens mais qui ont des cependant, attentes essaye de différentes, voir, en fait, essaye parce que, d'imaginer. enfin, là, tu pars du principe que les gens veulent passer un bon moment devant la vidéo. En fait, tu as des gars, à mon avis, ils sont en mode bon, j'ai la flemme de lire un article Wikipédia, je veux une version Wikipédia-like de telle histoire de France ou je sais pas quoi. J'écoute, ah tiens, sur YouTube, il y a un mec qui a fait une vidéo là-dessus. Bon, vas-y, ça a l'air un peu tarte à la crème, mais ça me suffit en fait. Et je pense que tu as beaucoup de gars qui sont cette mentalité-là. Donc ils veulent pas un truc super écrit, ils veulent pas un truc avec une âme extraordinaire, ils veulent juste la version audio d'un article Wikipédia en fait. Et c'est très juste. Et en l'occurrence, je pense qu'on était parti dans notre belle discussion avec le Hussard sur des formats type Feldup ou JDG ou n'importe quoi. Mais JDG c'est un mauvais exemple. Mais de ce genre de format type Feldup où c'est vraiment très scripté et où la patte de l'auteur pour le coup a une importance parce qu'il joue sur le côté, je vous parle, cœur à cœur, face caméra, etc. Un peu comme le faisait, alors c'est un exemple un peu daté mais que j'aime beaucoup, Pierre Bellemare. Ouais. C'était scripté mais il y avait clairement une patte. Le truc, c'est que je pense que même sur des formats un peu plus généraux, d'accord, ça passe pendant un temps. Et dans le même temps, même un public qui est un peu moins averti, je pense, finira par le faire payer cher à son créateur si et seulement si, imaginons le scénario suivant, demain, tu as un article qui pop, en fait, Feldup fait tout écrire par une IA depuis le début. Ça, je pense que même ton public pas averti fera quoi ? Oui, c'est ça. Il a même pas fait le taf, mais il me prend pour qui ? Mais t'as raison. Mais simplement, en fait, ça sortira pas parce que tout simplement, les journalistes sont soit du même bord politique que le youtubeur, donc ils lui tireront pas dans les pieds, soit en fait, c'est trop des boomers incultes, parce qu'il faut quand même voir que la moyenne d'âge du journaliste parisien elle est pas si basse que ça, et du coup ils connaissent pas ce que le mec produit, soit en fait le journaliste prendra peut-être pas un risque là, parce que si tu veux qu'on joue à voir combien d'articles de presse doivent être écrits par IA aujourd'hui dans les journaux mainstream, je pense que c'est un des bons tabous de ce métier de merde. C'est vraiment l'utilisation de l'IA parce qu'en fait fondamentalement pour sucer le pouvoir dans le sens du poil, il n'y a pas besoin d'être un être humain, un ordinateur le fait très bien, tu vois. Au passage, dans le monde de l'écriture de livres aussi, hein, moi je pense que c'est un peu tabou, mais de la même manière, mais non, c'est pas tabou, c'est pas tabou. Où, dans les essais il y avait beaucoup d'écrivains fantômes. Je connais un peu le dossier. Il y a eu aussi, je pense, maintenant une possibilité pour plein de gens qui ont envie d'écrire, de en fait ne pas faire le taf jusqu'au bout. Donc ils cherchent les grandes idées, ils arrivent, ils disent ah attends, j'aimerais que tu m'écrives un chapitre sur ça, hop, et youpi youpla, l'IA leur fait un truc, et finalement tu le mets sur Amazon KDP, tu fais une jolie couverture qui claque un peu, et je suis sûr sur que tu trouves 300 personnes qui vont acheter en fait. Et le business model est littéralement pire que ça. Mais t'as littéralement des formations pour faire ça. Hein. T'as littéralement des formations qui sont vendues en mode fais des livres pour enfants avec de l'IA et ça me rapporte. J'ai genre 10 livres et chacun me rapporte 500 balles par mois. Du coup, je me fais 5000 balles par mois avec ces conneries. Tu vois, voilà. C'est ce que j'allais dire, c'est que justement, pire que ça, il y a des gens qui s'en revendiquent, mais justement, cette tarte à la crème est fantastique. Parce qu'elle va mener à un problème structurel pour le grand public, qui me tient vraiment à cœur, c'est que avec les IA, contrairement à ce que beaucoup de gens ont cru, les métiers artistiques ne vont pas disparaître, ils vont devenir des produits de luxe. Ouais, je suis complètement d'accord. En fait, ça c'est un vrai problème quand tu aimes le public familial. Ça ne vire pas les mauvais artistes. Ça ne vire que les mauvais artistes. Ça ne vire pas les artistes. Tu vois, ça ne fait que monter en fait le niveau finalement. Bah en fait c'est ça, en fait ça monte le niveau, parce que si tu veux avoir une âme, en fait avoir un truc qui vaut plus que GPT, il va falloir que tu sois meilleur. Ça c'est une première chose, mais une fois que tu y seras arrivé, il y a un autre phénomène causal, c'est que comme ChatGPT ça coûte 20 balles du mois en gros, et qu'un auteur ça coûte un peu plus que 20 balles du mois, factuellement plus tu vas avoir de productions poubelles qui vont abaisser les coûts des bouquins, le prix des bouquins, et plus un auteur va être cher, plus au final un livre écrit par un être humain, ou comme dit un ami à moi, par un artiste en viande, plus le prix de ces trucs-là va monter, et au final, ceux qui vont l'avoir dans le baba, c'est les gens ordinaires
le public familial, enfin bref, les gens normaux. Bah, en fait, Et c'est pour ça que les types qui sont en train de faire du GPT maintenant sont en train de faire beaucoup de tort à tous les auteurs, quels qu'ils soient, à tous les artistes, quels qu'ils soient, et probablement à eux sur le temps long aussi, parce qu'il va se passer un autre phénomène qui se coule, c'est que les personnes qui vont commencer à devenir des personnages, justement, lapsus révélateur, qui vont commencer à mettre de la plus-value de fou pour justement attester le fait que ce sont des vrais gens, vont amener les gens qui n'ont pas forcément cette aura à passer pour des faux par des robots, même si c'est pas le cas. Et ces gens-là vont finir probablement dans le caniveau en termes économiques. C'est en tout cas un scénario que je vois venir gros comme une maison, ce qui me fait dire que dans tous les cas, on a suffisamment de textes sacrés, de textes philosophiques qui disent ceux qui jouent au malin finissent toujours dans le ravin. Donc putain, c'est beau, doucement c'est les beau. gars. Comment dire le proverbe bantou vous est offert par l'Aube des Il peut être le sage de la soirée. Voilà. Moi, il y a eh ben, écoute, un autre aspect, ouais, et t'en prie. quelque part, ça rejoint aussi ce que tu fais comme travail d'interprétation. C'est que je pense quand même que, d'une manière générale, il y a un truc que l'IA n'arrivera jamais à remplacer, c'est l'émotion humaine, en fait. Et je crois que c'est un des aspects que Attends, je suis tellement pas d'accord avec ça. Je suis radicalement pas d'accord avec cette. je avec pense cette que take. l'IA peut faker des émotions. Je pense que l'IA mais peut oui, faker mais regarde. des goûts Attends, artistiques, mais- par exemple. Combien de gens fake intégralement leur vie? C'est-à-dire combien de soi-disant esthètes ne ressentent rien devant l'art? Combien de soi-disant amants ou amantes font semblant d'éprouver des sentiments qu'ils n'éprouvent pas? Combien de gens soi-disant éplorés n'ont en fait pas grand-chose à foutre? En fait, si tu veux, l'IA qui fake, pour moi, n'est pas différente d'une part non négligeable de l'humanité qui en fait sont censés être des soft psychopathes, si tu veux. Là où elle peut pas faker, c'est sur effectivement les gens d'élite. Mais en fait, Mos Maiorum, tu réfléchis trop pour les gens de qualité supérieure, tu vois, pour l'élite de l'humanité. Et En fait, pourtant, la masse, la plèbe est tout à fait et fakeable. En fait. pourtant, regarde, Eh ben, il y a je suis des, pas il y a d'accord des avec tas toi. de choses que tu vas Bah, chercher c'est intéressant. spontanément. Regarde, typiquement, quand il y a des actrices qui arrivent, qui sont des gens qui viennent d'un monde amateur à la base, qui sont pas des professionnels, et que tu te dis waouh, mais attends, cette personne, je l'ai jamais croisée avant, elle joue super bien, ou en tout cas c'est très vrai, ça sonne vrai, il y a une fraîcheur en fait, alors que les actrices ou les acteurs qui reproduisent des mêmes trucs qu'ils ont vus parfois 200 Christian fois, Clavier, quoi. et t'en as marre en fait, c'est toujours les mêmes personnages, etc. Au bout d'un moment, il y a une lassitude, genre t'en as fait le tour, tu vois. Oui, Repense, regarde, par mais exemple- qui gagne le mieux sa vie entre le jeune acteur ou la jeune actrice qui arrive comme ça dans le game et genre Christian Clavier qui fait littéralement le même film avec des swap color depuis 30 ou 40 ans, tu vois. Ouais, voilà, les gars, on est en train de partir complètement en châche là-dessus. On est en train de mélanger des trucs qui n'ont plus rien à voir les uns avec les autres. La première chose, c'est de comparer des vrais êtres humains avec des aspirateurs. Et c'est justement ça mon point. C'est qu'au bout d'un moment, faut pas oublier quand on parle d'IA, c'est que ce sont des aspirateurs. Je fais ma variation sur une expression que j'avais piquée à la base à Bob Lennon, qui parlait de grille-pain, de toaster. Oui, je vois. Mais il très y a bien. un truc de très vrai là-dedans. C'est qu'au bout d'un moment, un robot est un robot, il imite et en fait, il fait de la proba toujours et toujours. La compréhension d'émotion, pour l'avoir éprouvé plusieurs fois avec des robots, c'est un truc qui leur échappe complètement et c'est normal Pour parce qu'en l'instant, fait, on dit ce sont, mais en fait, ce ne sont pas des êtres, ce sont des machines. Il n'y a pas d'âme là-dedans. Donc au bout d'un moment, tu auras toujours t'as la une singularité. limite. Je finis une seconde. Je promis, j'ai fini rapidement. Le truc, c'est que comme pour les effets spéciaux qui grimpent toujours en qualité, mais qui sont toujours reconnus très rapidement, je pense, moi, qu'on aura toujours une limite atteinte par les machines, une espèce de vallée de l'étrange, qui fait qu'on sait au bout d'un moment, même si ça prendra le temps, hein, je dis pas que ça se fera tout de suite, mais qu'on finira toujours par faire la différence entre une machine et un être humain. j'y crois pas. J'y Systématiquement. crois pas du tout, moi. J'y crois pas du tout et je vais dire pourquoi. Il y a 3-4 ans, tout le monde disait ah bah une image qui est générée par IA, on peut faire la différence. Aujourd'hui, avec les bons modèles, les bons prompts dans les versions évoluées, etc., t'as de plus en plus de mal. C'est en fait, tu vois, les générations les moins sensibilisées à ces questions-là n'y arrivent plus. Donc ça veut dire qu'en fait, à bout d'un moment, l'espèce de vallée d'étrange dont tu parlais se restreint de plus en plus. Ça devient un petit corridor, puis un caniveau, enfin voilà, plus rien du tout. Et en fait, à un moment donné, on va juste être aussi bonne que un humain moyen dans les tâches. En revanche,
comme effectivement elle s'inspire en permanence de ce que des humains ont produit avant, si un humain arrive avec une espèce de singularité où lui il propose quelque chose en plus, il pourra toujours se démarquer et toujours gagner par-dessus. C'est ce qu'on appelle le génie. Là, je suis d'accord avec toi. Dans l'art. Mais en fait, le génie, ou même en dessous du génie, il y a le coup de génie. C'est-à-dire le mec normal qui fait une fois ou deux un truc absolument incroyable. Bah ça, c'est déjà l'exception. C'est-à-dire qu'en fait, pour 90 à 99% des productions, on peut imaginer, on peut conceptualiser intellectuellement un moment où l'IA, un moment dans notre vivant, et même dans notre vivant relativement proche, où l'IA arrive à donner le change de façon très très convaincante, tu vois. Très 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 convaincante. Plus que très très convaincante. Ah oui, mais alors, là je te rejoins. Très très convaincante, oui, mais je pense que ce fameux seuil en fait qu'on dépasserait ne sera jamais dépassé. Je ne pense pas qu'on est, si tu veux, sur une courbe linéaire, je pense qu'on est sur une courbe en cloche. Pas en cloche, avec un palier, une un truc logarithmique. Probablement avec un palier. Ouais. Mais alors après, le truc c'est que en tant qu'acteur, laissez-moi parler le côté comédien s'il vous plaît. Je suis le bozo du podcast. Le saltimbanque. En l'occurrence. Mais laissez-moi faire ma blague, messire. Ce que je veux dire par là, concrètement, c'est que la loi des mouvements, c'est que tout ce qui croît finit par décroître systématiquement. Et quand on pense avoir atteint le maximum, il me fait peur le troubadour là. Il me fait peur les Attends, tu veux dire que l'ETF MSCI World que j'ai acheté là, il va décroître? En fait, la stabilité n'existe pas en mouvement. Ou tu crois ou tu décroît. Systématiquement. Quand tu penses être en stabilité, c'est que tu es en fait sur le point de bascule où tu vas passer de la croissance à la décroissance. L'économie française, tu la situerais où alors dans cette histoire? Joker, j'ai aucune notion d'économie, je suis une brêle. Non, pas ça. C'est faire le mariole, ça je peux, mais après, l'économie, je suis nul. Je pense que t'as pas besoin d'être très bon en économie pour comprendre où est l'économie française aujourd'hui. Faut pas être dans le misérabilisme, mais disons qu'on n'est pas dans la phase de croissance là, tu vois. De ce que j'ai compris, pas en très bon état. Voilà. Le silence glacial qui a Le silence. Ouais, en fait, c'est ceci dit, heure du décès. Ceci dit, moi j'ai trouvé en vrai non mais pour revenir un petit peu sur l'histoire des émotions et tout, je pense que t'as quand même, en fait il y a une part d'authentique qui n'arrivera jamais à être complètement captée. Il y a des termes qui sont peut-être trop vagues pour que des IA sachent les utiliser. Tu vois, tu dis une IA fais-moi une décoration de bon goût. Bah, en fait, une IA, c'est pas te dire ce que c'est que le bon goût. Enfin, genre, c'est vague. Tu lui dis, recopie-moi le style de tel mec qui est très connu. Bah, elle sait le faire, en fait. Ouais. Et je pense que là-dessus, il y a des choses, si tu veux, il y a quand même encore des tas de petites conventions un peu cachées que l'IA sait pas gérer, juste parce que ça n'existe pas dans ses bases d'entraînement. Je pense que il y a toujours une créativité en fait. Les humains vont continuer à créer des trucs que les IA n'auront pas spontanément appris. Donc, il y aura des nouvelles choses. Regarde, dans le vocabulaire, le vocabulaire évolue. Il y a des nouveaux mots qui rentrent, il y a des nouveaux usages de certains outils technologiques ou je sais pas quoi. Il y a des phénomènes physiques qu'on observe qu'on n'aurait jamais vu avant. Oui, il y a de l'émergence en fait. C'est ça que tu veux dire. Il y a toujours du nouveau. Ouais. En fait. Donc, ouais. Après de l'IA, en fait, si tu veux, elle est quand même capable. En fait, moi, je trouve que ce qui la rend la plus étrange quand tu discutes, notamment avec ChatGPT, c'est que en fait, l'IA, elle est trop, comment dire, dans ton camp. Tu vois, elle est trop en train, elle te challenge pas assez. Et tu sais, quand je raconte un projet ou un truc comme ça à l'IA, elle me dit trop bonne idée, c'est excellent. Je raconte le même projet à un pote ou à quelqu'un de ma famille, il me dit ah ouais mais t'es sûr, ça a marché ça, il y a des gens pour ça, c'est vraiment, tu crois que ça peut fonctionner, mais non mais ça marchait il y a 10 ans, ça marche plus ça maintenant. Et tu vois, et en fait l'IA, c'est ce qui la rend très agréable, et c'est à mon avis on peut l'utiliser très facilement par exemple pour du service client, des choses comme ça, grâce à cette particularité. Mais comme elle se pose pas forcément à toi, tu peux pas avoir une vraie relation un peu challengeante de boulot. C'est vraiment le subordonné zélé et extrêmement docile. Ouais, mais le stagiaire qui est vraiment très très content de bosser pour toi. Si tu veux vraiment, tu peux l'appeler à 23h, il y a pas de problème, tu vois. C'est là justement où je reviens sur la question des aspirateurs, c'est que au bout d'un moment, c'est un vrai truc, hein. Ne décrochez pas, c'est un vrai truc. Je deviens pas fou. Comme si ton GPT est zélé comme ça, c'est parce qu'il est programmé comme tel. Tu peux éventuellement le bidouiller un peu pour qu'il te rentre dans le cadre, éventuellement qu'il soit agressif ou cynique, etc. Il n'y arrive pas, j'ai déjà fait, il n'y arrive pas en fait. Il se remet naturellement avec une espèce d'inertie vers le fait d'être d'accord avec moi tout le temps. Et c'est justement mon point, et c'est pour ça au bout d'un moment que les IA seront toujours limitées, c'est que ce sont des machines. Un aspirateur, il aspire. Il ne fait rien d'autre. Une IA fera sa tâche, mais elle ne fera jamais rien d'autre. Elle ne sortira pas du précaré que tu auras dressé pour elle au départ en amont, au niveau de l'ingénierie peut-être, mais il y aura toujours une limite
que tu pourras sentir et donc dépasser. C'est un des autres points que j'articulais dans la vidéo que j'avais faite, c'est de dire, mais en fait, si ça joue ce truc-là à la boxe et que c'est le meilleur boxeur du monde, ok, bah prends-la aux échecs. Fais autre chose. Fais un truc qu'elle peut pas faire. Ouais. C'est pour ça que le côté, l'IA qui se développe très très fort et qui va très très loin, oui. Et je pense que c'est un vrai truc, ce que tu disais avant, à savoir qu'un humain qui sait se servir de l'IA pourra faire des trucs démentiels, surtout s'il s'est préservé un peu et qu'il ne s'est pas conformé à l'IA, s'il n'a pas essayé d'être égal à l'IA, en fait. Par contre, je crois pas qu'il y aura un dépassement. Écoute, on peut peut-être souhaiter ça effectivement. On approche doucement, mais certainement de la fin de ce podcast. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire un peu pour ajouter pas un mot de la fin, mais pour aller quand même un peu dans cette direction-là, à propos de par exemple de ton boulot d'acteur, de ton rapport à la voix, au travail, etc. Quelles sont un peu les perspectives? Alors, est-ce que tu as une morning routine de la voix? Est-ce que tu fais des vocalises? Bonne question. Eh ben, je devrais. Est-ce que c'est un métier qui peut te mais lâcher? je le fais pas encore. Est-ce que tu peux être amené à perdre ta voix, à rebosser après? Quelles sont les perspectives quand on est dans le game? Ah, c'est un vrai truc. Il y a un manga très connu sur lequel j'ai fait un service où au bout de 2 minutes, je me suis cassé la voix comme un gros noob. Et j'ai eu une grosse terreur parce que c'est un personnage que j'attendais de pied ferme, que j'avais vraiment envie de faire. Je crois que je peux le dire, c'était Aramaki dans One Piece. Donc pour le coup, là c'était assez mal parti. Mais la voix s'est replacée assez rapidement après, Dieu merci. Mais ça, c'est un vrai truc qui peut arriver. Je sais pas où tu veux aller exactement par rapport à ça, mais on va dire que en termes de routine, je recommanderais à quiconque fait de la voix de faire des vocalises de base, des échauffements plutôt de chant, parce que ça couvre absolument tout. Et surtout d'avoir une routine de cool down, en fait, de remise à froid. Parce qu'en général, c'est comme en sport, les gens ont l'habitude de faire des échauffements parce qu'ils se disent « bon, je peux quand même me blesser », mais on oublie un peu l'étirement de mobilité à la fin. Donc on oublie souvent le cooldown à la fin, et c'est souvent là où on peut récupérer de la voix. Les trucs de base, ça va être évidemment, faites attention à ce que vous mangez, évitez de boire trop, évitez de fumer. Ouais. Ça paraît bête, mais ce sont des trucs de base. J'ai arrêté de fumer quand j'ai commencé à faire du doublage régulièrement, pour te dire. Donc, et pourtant, je clopais depuis un petit moment déjà. Est-ce que tu dirais que le fait de lire, de se cultiver, etc., c'est quelque chose qui est nécessaire pour un acteur? Est-ce que ça doit rentrer dans une morning routine? Est-ce que c'est un plus? Est-ce que on s'en fout? Ça dépend des gens? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Vivre, c'est plus important. Oh. C'est-à-dire qu'avoir un vécu, c'est plus important parce que, pour le coup, ça rentre dans la thématique IA. Si vous ne vivez qu'au travers de lectures et qu'au travers de fiction et au travers de séries, d'audio, etc., vous allez faire une copie d'une copie. Ouais. Vous n'avez pas un vrai vécu. Tandis que si vous avez vraiment vécu, vous avez des émotions relatives à certaines situations que vous pouvez retrouver. C'est d'ailleurs un des grands trucs d'un théoricien Tchekhov, pas Anton, non, Stanislavski, pardon. Stanislavski, c'est sa grande méthode à lui, mais ensuite ça a donné la méthode Tchekhov. Là, je parle d'un truc de geek si je parle là-dedans, donc on va éviter d'aller sur ce terrain-là. Mais en gros, c'est une des grandes méthodes d'acting, c'est de se dire, on va aller chercher dans son vécu pour reproduire. Ce qui est un truc que je recommande pas du tout, parce que quand c'est poussé au maximum, c'est-à-dire méthode américaine, ça rend les gens tarés. Des gens type Heath Ledger qui a fini par jouer à la roulette russe, c'était parce qu'il avait voulu vraiment vivre comme un fou, il avait vraiment voulu devenir un fou pour s'immerger, vraiment le truc, ouais. Mais ça, c'est une technique dont je reconnais l'efficacité, mais que je pense beaucoup trop dangereuse. Je préfère la technique des masques, donc tout ce qui va être plutôt adapté sur le mouvement, qui va être en fait la méthode contraire, pas forcément opposée, mais contraire, c'est-à-dire on va chercher à reproduire la situation, mais en se détachant très très loin du rôle. C'est-à-dire que fait ce personnage-là, quel est son mouvement, etc. Comment je peux le jouer pour que lui joue. Et en fait, c'est là où ça devient un peu fin, c'est qu'il faut avoir à la fois une technique de jeu qui soit articulée, un peu comme une danse, si vous voulez. Parce qu'au bout d'un moment, quand vous vous mettez en colère, vous vous mettez toujours en colère de la même manière. Ouais, bien sûr. On a un point de tension, ça chauffe, et soudain, boum, ça explose. Bon, bah ça c'est un mouvement, c'est une éclosion, une explosion. Donc ça c'est facile à reproduire. Si vous savez jouer une explosion, après vous mettez des variations, c'est comme chanter un opéra ou une chanson, ce sera toujours les mêmes paroles, les mêmes mélodies, mais l'interprétation va faire votre version propre. Nonobstant, il y a quand même une histoire qui est écrite. Il y a quand même une chanson qui est écrite. Ça, c'est le fameux masque. Ça, c'est le fameux personnage qui doit être distant de l'interprète, je pense. Vous pouvez fusionner les deux, ce sera efficace, mais je ne vous le recommande pas. Dans tous les cas, avoir un bon vécu, c'est recommandable, parce que ça permet de mettre un peu de vrai dedans,
et de pas simplement être face à des miroirs et de tenter de répliquer ce qu'ont fait ces miroirs. C'est ce qui peut arriver parfois quand on a des gens dont on dit que le jeu est trop convenu. Bah, c'est parce qu'en fait ils le font pas subtilement et probablement qu'il n'y a pas un vécu qui permet de se dire genre c'est la bonne direction mais il faudrait peut-être affiner ici ou là. Ouais. J'espère que je parle français Non, et mais que c'est pas en fait, trop il manque de imagé. subtilité. Il manque de subtilité. En fait, la plupart des gens appliquent les règles un peu bêtement et ne comprennent pas l'esprit de la règle. En fait. Mais tu vois tout de suite en fait un acteur qui sort d'un conservatoire et un acteur qui a de la bouteille. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Et c'est pas forcément une question d'âge. Ouais. T'as des gens, j'en ai vu plusieurs quand je faisais des concours d'entrée d'école de théâtre. Tu vois tout de suite ceux qui ont vécu des trucs et ceux qui ont fait leurs petites études, qui sont venus comme ça, qui ont fait un peu de théâtre amateur, puis qui se sont dit super, je vais aller faire une formation. Ouais. C'est pas mal, hein, ils peuvent être très sympathiques par ailleurs, mais il y a une vraie différence de texture et d'épaisseur. Ouais. Et bah écoute, très belle déclaration, très beau mot de la fin si je peux dire. Moi je trouve que ça fait une très bonne conclusion. Hein. Ouais, c'est vraiment une belle conclusion. On est from IA to retour à l'importance du vécu. Franchement, je trouve qu'on a fait une boucle assez sympa. Mais je suis bien entouré, ça m'aide à dire des trucs intelligents. Bah, c'est ça. Et bah écoute, on rappelle aux gens que donc, tu as une chaîne, l'Aube des Songes, sur laquelle ils peuvent te retrouver s'ils veulent approfondir ça. Et assister au live. Sujet-là avec toi. Et assister au live, exactement. Et un site tirade.net si vous voulez découvrir des histoires courtes pour le moment, 101 fables qui vont arriver petit à petit pour le public familial. Je précise à chaque fois le public selon l'histoire. Ok, bah, donc c'est bien, ça peut être une très bonne idée. Et bah on mettra plein de liens sous la vidéo. On rappelle aussi que dans ta grande carrière d'acteur, tu as interprété un monument de la littérature française qui est Pays réel aux éditions La Giberne. Oui. Et que les gens... Qui est un très bon livre et qui est un très bon livre audio. Ah voilà, et il dit ça sans que j'ai besoin de pointer un 12 sur sa tête. Donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez y aller en toute confiance. Non mais il faut que les gens sachent la vérité, j'ai voulu faire Pays réel de mon propre chef. Je t'ai contacté pour le faire. C'est vrai, tout à fait. Et on avait eu une discussion, ça a été compliqué parce qu'il fallait vraiment le mettre en place, etc. Mais c'était un beau projet qui, comme je disais, parle vraiment à une minorité. C'est-à-dire que vraiment, je peux même pas dire combien c'est en termes de pourcentage, mais c'est vraiment résiduel. Mais il y a une excellente version audio. Voilà, si vous n'êtes pas un grand lecteur, vous pouvez passer là-dessus. Et si vous aimez encore les versions audio, vous avez aussi du côté de Carmin, parce que je crois que c'est les 4 premiers livres qui ont une version audio chez vous, ou les 5 premiers ça doit être les 3-4 premiers. Modin avait fait une version audio des chroniques de Dalrymple. Tout aussi, à fait, à l'ancienne ça. À l'ancienne, et j'ai même fait quelques livres plus courts en version audio que j'ai mis à dispo pour les gens. J'avais fait aussi sur la chaîne secondaire une version audio pour Le pouvoir des sans-pouvoirs de Václav Havel et l'église souterraine de Richard Wurmbrandt, des bouquins qui sont globalement pas très, enfin un peu moins connus, on va dire, un peu plus niche. Bah c'était Marotte, c'est un peu comme moi avec Ayn Rand. Mais bon voilà, c'est vraiment c'est un peu la grève, voilà. Mais le truc c'est que tu n'as pas donné le nom de ta chaîne secondaire. Est-ce que tu peux la rappeler pour les gens ? Moscovitz, du coup, pour les gens qui voilà. Le petit jeu de mots est savoureux. On apprécie, c'est magnifique. Savoureux, c'était un délice. C'était un délice. Ce qui était un délice, c'était d'échanger avec vous, messieurs. Franchement, on a passé un très bon moment. Corentin, tu reviens quand tu veux. Voilà, la porte est ouverte. Moss, ça a été c'était un grand plaisir. Je peux revenir moi aussi. Alors, toi, je sais pas. Tu sais qu'on a eu pas mal de gens. Je sais pas si t'en as eu aussi, mais moi j'ai eu pas mal de gens qui m'ont écrit pour chouiner. Non, pas chouiner, c'est méchant. Pour regretter c'est bien, le fait que le podcast soit de passer toutes les 2 semaines. Donc en fait, sois rassuré, tu pourras revenir dans 2 semaines quoi qu'il arrive pour le prochain épisode et on revivra de belles aventures, ne t'inquiète pas. Bon bah voilà, super, je suis heureux, nous sommes tous heureux, on peut partir en paix. Voilà, allez en paix mes frères.